Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le webinaire Prévention du Collectim. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le 4e volet d'un cycle consacré à la qualité de vie et aux conditions de travail. Premier volet, c'était avec Evelyne Foucault, qui est professeure des universités en psychologie sociale et du travail à l'université de Tours. Elle dirige l'équipe de recherche Calypsi et elle a à son actif une centaine d'articles sur le sujet. Deuxième session, c'était avec Nicolas Sclaric, qui nous a parlé de l'enjeu de la QVCT dans l'évaluation HAS. Nicolas est responsable qualité en région Bretagne et il est évaluateur externe pour la HAS. Troisième volet, c'était Jonathan Loyart, qui lui est chargé de mission à la ville de Marseille sur la qualité de vie au travail, qui était précédemment sur les mêmes missions mais ministère de la Transition écologique et qui est président fondateur de l'Observatoire national des risques psychosociaux dans la fonction publique, aujourd'hui 4e volet. Eh bien, on va parler de la question de la QVCT dans le secteur médical. Et donc, pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui donc Philippe Colomba, qui est médecin, professeur émérite en hématologie au CHU de Tours. Il est également chercheur en psychologie du travail à l'équipe Calypsi à l'université de Tours également. Il a été président de l'Observatoire national de la QVT pour les professionnels de santé de 2018 à 2021. Et puis actuellement, il est également président de l'association ACAVI, l'association pour la qualité de vie des soignants. Bonjour Philippe. Bonjour Sébastien. Alors, cette question de la QVT, comment est-ce qu'elle est venue dans votre parcours professionnel? J'ai eu un parcours assez riche et j'ai eu de la chance. Oui. J'ai été nommé prof à 37 ans. Ce qui est jeune. Bon, disons, c'est pas trop vieux. et donc, à ce moment-là, mon chef était un oncopédiatre. Oui. Et bizarrement, au CHU de Tours, l'oncopédiatrie n'est pas un service indépendant, mais est une unité fonctionnelle du service d'hématologie oncologie médicale. Et donc, ce jour-là, le patron m'a dit, écoute, je vais te laisser le service, et puis je vais aller faire de l'oncopédiatrie. Donc, en 37 ans, je me suis retrouvé chef de service, et donc j'ai été chef de service pendant 20 ans, et ensuite chef de pôle pendant 7 ans avant ma retraite. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, je me suis retrouvé... disons que j'ai fait de l'hématologie pour la prise en charge globale du patient. Alors, je ne reviendrai pas sur d'autres vies qui ont été celles dans le domaine des soins palliatifs, où j'ai fait énormément de choses au niveau local et national, dans les 3 plans soins palliatifs du ministère, création du Collège des enseignants de soins palliatifs, création du DES médecine de médecine palliative. Et puis j'ai également eu une vie dans le domaine des soins de support à partir de 2005. J'ai été co-rédacteur de la circulaire de Jacques Chirac sur l'organisation des soins de support. J'étais vice-président de l'AFSO, l'Association francophone des soins oncologiques de support, et je pense que je suis un de ceux qui a mis en place les soins de support en France dans le domaine de l'oncologie, et je suis encore à l'INCa sur cette thématique-là. Mais ce n'est pas ça qui m'a amené ici. Mais oui, aujourd'hui, alors, la question ici, de la QVT. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé de plein fouet en face de la souffrance des soignants en hématologie, parce qu'en 89, on mourait encore beaucoup. Oui. Et donc, les soignants n'allaient pas très très bien. Et donc, en fait, ça nous a amené en 91 à créer une association qui maintenant s'appelle ACAVI, mais qui à ce moment-là s'appelait l'Association pour la prise en charge des patients soins palliatifs, grâce. Et donc, en fait, on a créé un modèle d'organisation de services qui permettait, d'après nous, d'améliorer, de diminuer la souffrance au travail. Donc, on reviendra, je pense, dans l'entretien sur le modèle. Et après, donc on a mis ça en place, on a fait des congrès, on a fait des formations. On s'est rendu compte que, globalement, sur le terrain, ça a l'air de marcher. Et ça a toujours l'air de marcher, d'ailleurs, 30 ans plus tard. Mais globalement, ça ne prenait pas. Donc, la deuxième étape, ça a été de dire, mais peut-être que pour que ça prenne, il faut le rendre obligatoire. Donc, à partir de 2008, je suis rentré à la Société d'accompagnement des soins palliatifs en 98, pardon. Et en 2004, c'est devenu donc une circulaire qui s'appelle Guide de mise en place de démarches palliatives en établissement, qui donc impose ce modèle dans la prise en charge des patients en fin de vie, dans tous les services, dans les EHPAD et au domicile. Un modèle que vous avez développé. Voilà, exactement. Qu'on continue de développer. Et donc voilà, depuis 2004 et dans la V 2010, on en reparlera, mais c'est devenu une des 5 mesures prioritaires de la V 2010. Donc c'est obligatoire depuis 2004. Et puis, vu que ça ne prend toujours pas, la dernière étape, ça a été de dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de montrer que ça marche, scientifiquement. Donc, je suis rentré à Calypsi en 2010.
Et on a montré son impact à la fois sur la qualité du travail, mais également sur la qualité des soins. Et je crois que c'est le seul modèle au monde qui montre qu'une organisation de collectif de travail améliore la qualité des soins évalués par les patients. La qualité, oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous demander, la qualité des soins évaluée par qui? Par les patients. Par les patients. Oui, parce qu'il y a beaucoup de publications sur la qualité des soins évalués par les soignants. Ben oui. Le feeling que ça marche mieux. Mais là, c'est Oui. vraiment les patients qui ont répondu. D'accord. Voilà. Et puis la dernière étape, je pense qu'on n'y reviendra pas, ça, donc je le dis, c'est qu'en 2023, on a, avec l'équipe Calypsi, mis en place un questionnaire qui permet d'évaluer la présence de la démarche participative dans les services. Très bien. On est arrivé un peu au bout de l'histoire. Ouais. Bon, c'est un bout de l'histoire qui amène sur quelque chose d'autre. C'est la formation. Voilà, exactement. Dans votre proposition d'expert de 2022, vous parlez de santé positive au travail. Ouais. En fait, moi, ça m'amène deux remarques. C'est que la première, c'est qu'il ne suffit pas de ne pas être malade pour être en bonne santé. Exact. Hein. Et la deuxième, première, comment définir cette santé positive? Et la deuxième, c'est au travail. Au travail, ça veut dire sur le lieu du travail, oui. avec un baby-foot, avec des fruits bio, avec une salle de sieste, ou c'est au travail quand on s'est mis au travail? Je pense que là, vous pouvez être capable de m'énerver. Oui, c'est possible. On va revenir sur la santé positive. Pour moi, la santé positive, c'est d'être bien dans son corps et dans son esprit au travail. D'avoir du plaisir au travail. Pour moi, c'est ça la santé positive. C'est le yang du yin, le RPS en particulier. Et je pense que c'est je pense qu'on est tous à constater que ce qui se passe dans le domaine de la santé devient inquiétant. Oui, très préoccupant. Je pense à l'absentéisme, je pense aux démissions, je pense, voilà, et que l'attractivité est un vrai... Et je pense que la seule façon de sauver le système actuellement, c'est de redonner du plaisir au travail. Ouais. Santé positive. Le plaisir passe aussi par le sens au travail? Bien sûr. Est-ce que le sens a baissé? Alors, autrement dit, est-ce qu'on est plus dans je dirais du geste technique que de la médecine? Est-ce qu'on a... Je pense que le problème n'est pas tout à fait là. Je pense que le problème est effectivement d'abord une conséquence de ce qui s'est passé dans le Covid. Mais mon sentiment, c'est que le Covid a fait du mal, bien sûr, parce qu'il a posé des problèmes techniques non résolus, etc. Mais ce qui a fait du mal aux soignants, c'est qu'au début, on ne savait pas quoi faire. Et on a redonné de l'autonomie aux soignants. Et ça a marché. Et puis ensuite, on a repris le système directif. Et on a sorti des circulaires. Et là, on a perdu, les soignants ont complètement perdu le truc. Et en plus, ils n'ont pas compris parce que ces circulaires n'étaient pas logiques. D'un jour à l'autre, ça changeait. Je crois que ça fait un mal terrible. Le risque, l'écueil, c'est d'aller vers de la médecine de protocole. Voilà. Ouais. Et je pense que je vais reprendre une citation qui a été faite par un directeur d'HAS il y a de nombreuses années. Le protocole n'a d'intérêt que si il débouche sur un groupe de travail. On ne peut pas imposer des choses si on ne se les approprie pas. Bien sûr, un groupe de travail. Il faut que ça soit incarné. Les médecins, les paramédicaux sont exposés à des risques psychosociaux, les exigences émotionnelles, le fait d'être face à la souffrance des patients, parfois en fin de vie, peut affecter fortement les soignants. Quelle différence faites-vous entre ça, justement, d'un côté les risques psychosociaux et de l'autre côté la qualité de vie au travail? Alors, c'est intéressant parce que je pense que la qualité de vie au travail, c'est gommer les risques psychosociaux et d'autres choses aussi. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il faut... D'abord, je ne vous ai pas répondu sur la deuxième partie. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est un alibi de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, la santé au travail et la prévention de la santé au travail, c'est une prévention individuelle et collective. Que la prévention individuelle, c'est un équilibre vie pro, vie perso, et en particulier de se garder du temps pour faire des activités qui vous rendent heureux. Et l'idée de mettre en place des choses sur le lieu de travail, c'est peut-être une idée, mais je pense que c'est plus important chez soi que sur le lieu de travail, cette approche-là.
Gardez-vous du temps pour faire du sport. Moi, ma femme, c'était la couture, ça peut être le théâtre, Ça peut être ça les peut être le timbres, ciné, ça peut etc. être... Exactement. Ouais. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui vous plaît Oui, pour utiliser ce temps-là à faire cela. Ouais. J'insiste aussi, bien sûr, sur le coping avec les amis. c'est quoi le coping? Le coping, c'est la stratégie d'adaptation. C'est quoi une stratégie d'adaptation? C'est-à-dire qu'en fait, c'est de garder. La stratégie d'adaptation, c'est de comprendre et d'avoir compris les moyens pour se protéger. Et il y en a 3. La première, c'est ce qu'on appelle la stratégie d'adaptation sur les émotions. La stratégie d'émotion, c'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire en fait de garder du temps pour faire quelque chose qui vous plaît. Et on insiste beaucoup sur l'activité physique, etc. Mais je crois que c'est très important de le faire chez soi et non pas forcément Au travail. Au travail. Ouais. La deuxième chose, c'est le coping qui consiste à se mettre dans un milieu social qui vous plaît. C'est en fait les amis, c'est la famille, etc. Pas forcément pour parler de ses difficultés, mais pour être bien avec les gens qu'on aime bien. Et puis la troisième, c'est le coping qui consiste à analyser pourquoi on va bien ou on va pas bien, pour ensuite trouver des solutions. Et c'est le seul qui marche vraiment sur le burn-out. Alors je voudrais aussi faire une remarque, mais je pense que Evelyne l'a faite, c'est la différence entre épuisement professionnel et burn-out. Allez-y. L'épuisement professionnel, c'est évaluable. C'est en fait le fait d'avoir des difficultés à se lever le matin, et puis capable de temps en temps d'oublier des choses, etc. Mais ce n'est pas la dépression. Le burn-out, c'est l'étape ultime de l'épuisement professionnel. Et quand on fait des enquêtes, on parle d'épuisement professionnel. Parce que si on avait 60% de burn-out, c'est 3 mois d'arrêt. Donc, il n'y aurait plus grand monde dans les services. Oui. D'accord. Donc, Ouais. il vaut mieux parler d'épuisement professionnel que de Effectivement. burn-out. Ouais, le burn-out, c'est l'épuisement achevé. Quand on Achevé. est épuisé et que c'est Exactement. fini, Et que alors que la on est- fatigue professionnelle, Exactement. Et en On même- peut dire ça comme voilà, ça. ouais. Et en même temps, vivre, c'est fatigant quand même, hein. Exactement. On peut passer sa journée sur le canapé et le Et soir, on moi, est fatigué. j'ai eu des périodes d'épuisement professionnel, mais j'ai jamais été obligé de m'arrêter. Donc, Ouais. j'avais fait Ouais. du burn-out. Ouais, il faut bien distinguer les deux, c'est pas Ouais. la même chose. Ouais. Ouais, Ouais, parce que des fois, dans la presse, on voit qu'il y a Ah 2 ben, on parle que de 550 000 de burn-outés. Il n'y a C'est pas un pas- salarié c'est sur faux, 10 en arrêt de c'est travail, faux, bien c'est sûr. faux complètement. C'est des personnes à risque. Oui, mais enfin, Mais- pour vous donner une idée, quand même, en onco, parce que c'est un service que je connais bien, c'est un soignant sur 3, un médecin sur 2 et 2 internes sur 3, quand même. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, Oui. quand même. Ça fait beaucoup pour eux, ça fait beaucoup aussi pour la qualité des soins, j'imagine. Absolument. Ouais. Donc cette QVT se déploie de façon collective ou individuelle. Prévention est un niveau collectif. Ouais, prévention. Et donc cette différence entre les risques psychosociaux et la qualité de votre travail, finalement. Alors, les risques, la qualité de vie au travail, c'est de gommer en partie les risques psychosociaux, mais autre chose pour avoir du plaisir au travail. Oui, Donc, on peut peut-être venir sur les déterminants. allons-y. D'accord, super. Et donc, les déterminants, moi, on les a classifiés en 5 niveaux. Oui, Le premier niveau, c'est tout ce qu'on tourne autour du travail, des conditions de travail, etc. C'est-à-dire, effectivement, c'est le sens du travail, c'est l'équilibre vie pro, vie perso. Mhm. C'est effectivement l'environnement au travail, c'est la spécialité, c'est donc vous disiez qu'il y a des spécialités, on sait très bien que les spécialités on meurt beaucoup, les spécialités où il y a un risque thérapeutique important, les spécialités où il y a une répétition des tâches. Mhm. On sait très bien que les anesthésistes par exemple ou les urgentistes vont très mal. Mhm. Et c'est en fait de faire toujours la même chose. Mhm. D'accord. Donc ça, voilà. Donc tout ce qui tourne autour disons, du travail, des conditions de travail, et j'insiste beaucoup sur le vie pro, vie perso. Deuxième déterminant très important, c'est la charge de travail. D'accord. Et ça, on vient de faire une enquête, c'est très très important. Mais par contre, l'évaluation de la charge de travail est individuelle. C'est-à-dire que dans les mêmes conditions, vous avez des soignants qui vont dire mais c'est plus possible. On n'en peut plus là. On n'en peut plus. Et il y en a qui disent oh, oui, ça se passe pas trop mal. Ouais. Quoi. Il y a un côté quand même très subjectif de la Et perception. très individuel. Ouais. Hein, c'est de là qui dit du travail aussi. Hein, c'est Ouais. la perception individuelle. La troisième chose, c'est les conflits. L'ambiance au travail. Oui. Et les conflits interpersonnels, c'est un vrai problème. Les Dans les personnalités relations, pathologiques, oui. c'est Oui, une oui. vraie partie. Voilà. Et puis après, il y a tout ce qui tourne autour de l'organisation et du management. Alors, moi, je dirais que c'est exactement la même problématique. C'est-à-dire C'est-à-dire que si vous avez un management
adapté, vous aurez une bonne organisation. Parce que l'organisation des soins doit venir des soignants. Et donc ça passe par un management participatif et par des groupes de travail. D'accord, vous voulez dire que ce n'est pas l'organisation qui crée le bon management, c'est le bon management qui crée l'organisation. Absolument. C'est un peu contre-intuitif. Ah oui, et je vais même plus loin. C'est-à-dire que l'organisation est la somme du management et du leadership, pour moi. Et le leadership? Leadership que j'appelle, moi, le leadership bienveillant. C'est en fait avoir... le leadership, pour moi, c'est deux composantes. La première composante, c'est le charisme, c'est-à-dire en fait être capable de tirer son équipe vers le haut, montrer un exemple. Et le leadership bienveillant, c'est aussi la relation interpersonnelle avec ses soignants pour globalement être à leur écoute, répondre à leurs besoins et là aussi les tirer vers le haut. Et, oui. Les besoins, les attentes. Nicolas nous parlait d'une nuance entre besoins et attentes. Est-ce que les soignants ont des besoins pour travailler effectivement? Est-ce qu'il y a aussi, au-delà du besoin, des attentes particulières qui peuvent émerger? Moi, je dirais que les attentes relèvent du management. Oui. Et les besoins, ça peut être aussi beaucoup des besoins matériels. Oui. Et donc, on repart sur les conditions de travail. Et donc là, c'est l'organisation qui doit gérer ça. Oui. D'accord. Vous êtes président de l'association ACAVI, qui s'engage justement sur l'accompagnement du management. Alors, peut-être qu'il faut déjà que je refasse, cette fois-ci, j'ai fait l'historique, mais qu'est-ce que c'est que la démarche participative? Allons-y alors. La démarche participative donc, a été créée il y a 32 ans sur un modèle d'organisation et on fait beaucoup de formations. Et ce qu'on nous dit, c'est « Ah oui, mais là, c'est bizarre parce que c'est la première fois qu'on nous parle de choses pratiques. » C'est-à-dire qu'on ne parle pas de management, mais on parle d'organisation, qui sont liées à un management participatif. Alors peut-être qu'on peut aussi parler de management avant d'organisation. Allons-y, management participatif, c'est quoi? C'est-à-dire que nous, on prône ce qu'on appelle le management situationnel. Alors il y a, comme vous le savez, on va peut-être le rappeler à nos auditrices, il y a 4 types de management. Oui. Il y a le management directif, qui consiste, prenons par exemple un management directif obligatoire qui est l'urgence. Vous faites comme ça, on n'en parle plus. Oui. Il y a le management informatif, qui est du directif explicatif. C'est-à-dire qu'en fait, on explique pourquoi il faut faire comme ça, mais il faut faire comme ça quand même. D'accord? C'est très utilisé, par exemple, par les chirurgiens, par les anesthésistes, etc., quand il y a du technique, etc. Bien sûr, expliquer des choses. Il n'y a pas le choix, là. Voilà. Le participatif, moi je la définis, c'est on est beaucoup moins con à plusieurs que tout seul. Ou intelligence collective. Oui. D'accord? Et moi, j'ai le culot de dire, et je vous expliquerai pourquoi, que je n'ai jamais pris de décision. Comment on peut être chef de service et pas prendre de décision alors? Je vais y revenir après. D'accord. D'accord? Et puis le délégatif, c'est que là, vous passez la main, et c'est pour ça que je suis encore en vie, parce que sans ça, il y a longtemps que je serais mort avec tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire que vous confiez des choses à quelqu'un qui est compétent, que vous pouvez être amené à former, et que par contre, qui vous rend compte. Oui. Et moi, ce que je dis, c'est que le management situationnel, c'est les 4. Et qu'il ne faut pas faire que du participatif. Vous voulez dire qu'il n'y a pas un dogme où il faudrait faire du participatif, comme donner de l'autonomie, c'est le dogme, faire du participatif? Ça dépend de la thématique. Est-ce que toutes les équipes sont avec un niveau de maturité qui permet d'accéder aux 4? Ben non, c'est ça le vrai problème. On va en reparler, mais c'est le problème de la formation management. Eh oui. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de votre thématique, vous allez choisir, je prends un exemple simple, de chef de service, forcément. Allons-y. J'ai à choisir entre plusieurs candidats à un poste de clinica. J'ai des internes qui... Je vais faire de l'informatif, voire du directif, par rapport à mes équipes de soignants. Par contre, je vais faire du participatif avec mes médecins pour choisir. D'accord? OK? Oui, oui, oui. Si ça concerne le soin, je dis qu'il faut forcément faire du participatif. On ne peut pas faire autrement. Parce que la seule façon d'améliorer le soin, c'est de faire confiance aux équipes. Et eux, ils vont trouver la solution. D'accord? Je peux raconter des histoires, plein d'histoires. D'accord? Et puis le délégatif, c'est en fait le responsabiliser des collaborateurs ou des soignants sur une thématique sur laquelle ils sont compétents. C'est un peu platonicien en fait tout ça. On fait accoucher des qualités que les gens ont et qui ne pensaient pas avoir.
Mais ça marche. Ben oui, Bien, ça marche. ben oui, puisque Voilà, c'est... alors, je reviens sur mon modèle parce que j'en ai toujours pas parlé. Allons-y. Et ouais. donc, nous, notre modèle, enfin, nos formations de 1 jour ou 2 jours, c'est en fait, on donne 7 outils. Mhm. 5 qui sont des espaces d'échange participatifs. Le premier, le plus important peut-être avec un deuxième tout à l'heure, qui est les staffs pluriprofessionnels. Les staffs pluriprofessionnels, mais notre modèle, il est transposable à l'entreprise ou à n'importe. Oui, quel que soit le secteur Voilà, d'activité, c'est alors pareil. disons que le contenu du staff pluriprofessionnel n'est pas le même. Oui, oui, Alors oui. qu'est-ce que c'est que le staff pluriprofessionnel? C'est tous les soignants qui sont présents, aides-soignantes, infirmières, ça peut être aussi la secrétaire, ça peut être nous ce qu'on appelle les soins de support. Alors, bon, cancéro, nous on avait forcément psychologue, assistante sociale, on avait la diète, et puis on avait plein d'autres choses super qui étaient l'art-thérapie, la socio-esthétique, l'hypnose, la sophro. Et puis bien sûr le cadre et les médecins. D'accord? Tout le monde est présent. Et en fait, ce staff sert à déterminer un projet de prise en charge globale personnalisé pour le patient. On part de ses besoins, premier tour de table, quels sont les besoins du patient, qu'est-ce qu'il a exprimé, et je vous assure que nous, la plus compétente dans tout ça, c'était l'art thérapeute. Ouais. Parce qu'elle savait plein de choses qu'on ne savait jamais. Ouais, mais c'est ça, c'est ce que j'allais vous demander. En fait, le tour de table, c'est bien, mais on commence par qui? Parce que... On commence toujours par l'aide-soignante, puis l'infirmière, puis les soins de support, pour finir par le médecin. Et pourquoi? Parce que si le médecin parle en premier, les autres, ils n'osent plus l'ouvrir. Ouais. On a fait un référentiel national sur le staff pluriprofessionnel qui a été publié en 2021. Donc, premier tour. Premier tour, ouais. Voilà, donc en passant aux soignants qui s'occupent du patient, bien sûr. Bien sûr, Il y en a qui... Deuxième tour de table, c'est qu'est-ce que vous proposez par rapport aux besoins qui ont été détectés chez le patient. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on décide ensemble et qu'on trace dans le dossier. 3 étapes par patient. Nous, on faisait ça le mardi matin et on parlait de tous les patients, mais ça peut s'antisser sur 4 ou 5. Et on faisait ça le vendredi matin où les soignants choisissaient 2 patients. Donc, la première chose qui me paraît... Mais je vous dis, on peut faire ça sur un retour d'expérience par rapport, je sais pas, à n'importe quel milieu socio-professionnel. La deuxième espace d'échange, c'est la formation interne aux équipes. C'est-à-dire qu'on voit pas enfin, on peut envoyer les gens se former, bien sûr, mais en fait, on fait venir les formateurs sur place. Troisième espace d'échange, c'est le soutien aux équipes. Alors là, il y a plusieurs modalités. Nous, en cancéro, on privilégie ce qu'on appelle le staff de débriefing. C'est-à-dire que vous avez une situation qui a mis l'équipe à mal, donc aux pédiatries. Il y en a souvent, j'imagine. Ouais. 1 sur 5. Voilà. Et donc à ce moment-là, c'est un psychologue extérieur au service qui va venir faire parler les équipes. Mais ça peut être aussi des relectures de cas difficiles, ça peut être des groupes de parole, mais ça ne marche pas très très bien. Voilà. Est-ce que l'analyse de pratique entre dedans l'analyse de pratique, non, ça rentre. Enfin, ça peut rentrer dans le soutien aux équipes si effectivement on part de situations difficiles. Mais après, sur une pratique standard, c'est plutôt un groupe de travail. Le quatrième, c'est le groupe de travail. Essentiel. Absolument essentiel. Alors, c'est quoi un groupe de travail? Parce que voilà, prenons un exemple simple. Je peux même vous raconter des histoires où j'ai été mis à mal sur des groupes de travail. C'est-à-dire, en fait, de dire, il y a une problématique, il va falloir qu'on trouve une solution. Prenons 2 exemples que j'ai vécus. Comment on peut améliorer la prise en charge des aidants? Eh oui. Eh bien, vous mettez un groupe de travail éventuellement avec des aidants. Oui, c'est mieux quand même. D'accord. Et après, vous allez voir, ils ont plein de trucs. Et, nous, je suis président d'une association qui finance. Eh ben, on a financé énormément, par exemple, d'espaces d'échange avec les aidants, des salles des aidants. Voilà, donc, et puis après, ça peut être l'organisation, que quelqu'un qui soit là en début d'après-midi pour recevoir les aidants, etc. Il y a plein de solutions. Et moi, j'ai restructuré complètement le service d'urologie du CHU avec des groupes de travail. Comme ça? Oui. Et vous avez vu une amélioration qui était à court, à moyen ou à long terme? C'est assez court terme. C'est assez court terme, oui. Et je finis sur le modèle et après, peut-être qu'on donnera des exemples. 5e espace d'échange, c'est les espaces d'échange de managers. Et en fait, cet espace d'échange-là, on ne l'a pas créé tout de suite. Il a fallu du temps pour comprendre que c'était nécessaire. Comme du co-développement?
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, une fois tous les... alors moi, c'était toutes les semaines, maintenant c'est tous les 15 jours dans le service, parce que le service continue exactement la même démarche. C'est se retrouver entre tous les médecins et les cadres du service pour décider en intelligence collective et, du top management. C'est pour ça que je dis que j'ai jamais dit... Bien sûr que j'ai décidé. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, il y a l'étape intelligence collective, et puis soit un consensus, très bien, et le chef de service valide, ou le cadre valide, si c'est un problème de soignant, soit il n'y a pas de consensus, et à ce moment-là, il y a 2 hypothèses ou 3 hypothèses, et à ce moment-là, le chef décide. Tranché, oui. Voilà, donc c'est vrai que là, j'ai pris des décisions, mais en expliquant pourquoi à partir des différentes hypothèses. Mais il y a toujours l'étape intelligence collective avant. C'est essentiel. Et ça permet aussi de donner du sens au travail. Et bien sûr. Mais oui, et de s'approprier les choses. Ouais. Et on repart sur reconnaissance, autonomie. Voilà, et puis donc on a 2 autres outils qu'on forme donc, dans la formation. C'est ce qu'on vient de voir sur le staff, c'est-à-dire la technique des 3 tours de table pour les espaces d'échange participatifs. Et puis l'accompagnement managérial par l'entretien. Alors c'est quoi ça, par l'entretien C'est-à-dire que plusieurs fois dans l'année, vous avez un entretien individualisé avec soit votre collègue, soit pour la cadre avec les soignants. Ouais. Et l'idée, c'est, depuis notre dernière fois qu'on s'est vu, qu'est-ce qui vous a donné du plaisir? Qu'est-ce qui vous a mis dans de bonnes conditions au travail? Qu'est-ce qui vous a mis en difficulté? Qu'est-ce qui vous a empêché d'atteindre vos objectifs? Et à partir de là, on reconstruit ensemble ce qu'on peut améliorer et comment on peut diminuer les difficultés. Plusieurs fois par an plutôt qu'une fois par an. Oui. Ouais. Ce qui permet d'ajuster beaucoup plus rapidement et pas laisser des situations se dégrader. Exactement. Ouais. C'est intéressant ça, le fait de demander qu'est-ce qui vous a donné du plaisir dans le travail. Et là, on est bien dans la psychologie positive. Mais oui, parce que souvent, on s'intéresse plutôt à ce qui va mal qu'à ce qui va bien. Mm. Et ça, c'est l'histoire en plus de la psy. On a commencé la psy avec ce qui allait mal. Hein. Puis un jour, il y a des gens qui se sont dit, mais pourquoi les gens vont bien? Exactement. Ouais, c'est intéressant. Voilà, notre modèle, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, on donne des outils qui sont des espaces d'échange, des techniques d'animation. Et voilà. Et en fait, un service RH dans un établissement alors de santé ou ailleurs, hein, puisque c'est transposable partout, quel est le positionnement qu'il doit avoir vis-à-vis de ça pour pouvoir insuffler ça? Ah, ça c'est intéressant. Notre modèle est facilement utilisable dans n'importe quel collectif de travail. Donc notre modèle, nous, c'est le service. Notre modèle, c'est l'EHPAD. Mais par contre, plus l'établissement est gros, plus c'est difficile, parce que plus il y a de collectifs de travail. Sur un CHU, vous avez la direction générale, les directions fonctionnelles, les pôles, les services, etc. C'est énormément de collectifs. Et il y a des collectifs qui sont horizontaux, ceux que je viens de donner, et puis il y a des collectifs verticaux. Et en fait, les interrelations entre la direction générale et les direction fonctionnelle, pôle, etc. Et donc, la vraie question, c'est de former les managers. Et l'idée de la DRH ou de la DG même peut-être, c'est de dire d'influencer chaque collectif vers cette approche. Et donc ça passe par la formation des managers. On n'arrivera pas à s'en sortir autrement. Donc en fait, il faut que le service RH soit plutôt facilitateur qu'un service qui aurait tendance à avoir imposé des procédures, des objectifs. Absolument. Sinon, alors par contre, il peut y avoir des objectifs à imposer, mais à ce moment-là, il faut toujours se dire, bon voilà ce qu'on veut mettre en place. Réfléchissez à la façon de le mettre en place. Il faut que la tête soit proche des pieds. Oui. Alors, ça a été une vraie problématique, de mes vraies problématiques, qu'il est d'ailleurs toujours pour le nouveau chef de service, qui est en fait que vous êtes en enclume. C'est-à-dire que vous allez mettre en place un management participatif et une approche participative au niveau de votre collectif, mais que vous allez avoir à faire à des directives très descendantes. Donc il va falloir jouer le tampon. Et donc ça, c'est très mauvais pour votre qualité de travail. Oui.
Mais en même temps, c'est le job. Oui. En même temps, ouais. Alors, l'association Akavi, elle accompagne comment, justement, tout ça? Alors, associé en Cavi, ce n'est que son 5e nom. Oui, Hein, c'est-à-dire, 5e. 5e, voilà. Donc, on a changé 4 fois de nom. Alors, pourquoi Cavi, Association pour la qualité de vie des professionnels de santé? Tout simplement parce qu'on est sorti du domaine de la cancéro. Mhm. Les 4 premières étaient dans le domaine de la cancéro. D'accord. Parce que pour nous, c'est un modèle général, disons plutôt de la maladie chronique quand même que de la Mhm. maladie aiguë quand même, parce que c'est plus compliqué dans les choses aiguës. Et donc, nos sociétés savantes, c'est la neuro, la néphro, la rééducation, la gériatrie, la psychiatrie, la gérontologie, la médecine du travail, etc. C'est-à-dire que, voilà, maintenant, on couvre large. En fait, alors je ne vais pas dire que c'est un organisme de formateurs, parce qu'en fait, on n'est pas Calliope, c'est-à-dire qu'en fait, on deal avec des organismes de formation ou éventuellement des groupements d'établissements pour former des formateurs ou pour faire de la formation, parce que nous, on est 35 formateurs sur la France, Mhm. sur le modèle de la démarche participative et des espaces d'échange participatifs. En sachant que la formation des managers, ce n'est pas uniquement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut dealer avec d'autres formateurs sur, je pense, leadership, sur gestion de conflits, sur communication positive. Mhm. Et ça, ce sont des choses que l'association Akavi ne propose pas. Non. Donc ça doit C'est venir pour ça qu'on est complément. en complément à ce truc. Par D'accord. contre, nous, on propose démarche participative, espace d'échange participatif. Ouais. Et ça, c'est pour, vous dites, pour la qualité de vie des soignants. Mais en fait, si je suis DRH d'une entreprise Pareil. qui n'a rien à voir avec le secteur médical, Non. je peux faire appel à vous quand même? Ah ben, on forme des formateurs et puis après, ils vont se débrouiller, oui. Oui. Donc les formateurs vont pouvoir intervenir dans tout type Oui. de secteur. Absolument. Hmm. Euh, Et ouais, on en a parlé avant de débuter. J'ai une interrogation. ouais, Ce modèle, il est obligatoire. ouais, Il marche oui. à la fois sur le terrain, Mhm. puisque nous, ça fait plus de 30 ans qu'il marche sur le terrain. Euh, il a démontré scientifiquement, et c'est le seul modèle au monde, qu'il a amélioré la qualité des soins. Il n'est pas enseigné. Il n'est pas enseigné. C'est quand même étonnant. C'est étonnant, effectivement, quelque chose qui marche, qui améliore et la qualité de vie des soignants et la qualité des soins, et c'est pas enseigné. C'est incroyable. Ouais. Et il faut peut-être en parler. Eh ben, on en a parlé, et c'est pour ça qu'on a démissionné d'ailleurs. Hein. Et c'est pour ça que vous avez démissionné. Là, vous faites référence à À mon l'Observatoire. passage durant 3 ans à l'Observatoire national de la qualité de vie au travail. Ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un moment où on s'est rendu compte que les recommandations qu'on avait faites durant 2 ans avaient déjà été faites auparavant. Alors après, peut-être qu'on pourra parler de la formation initiale des managers, mais en dehors de ça, donc en dehors du groupe de travail sur la formation. Et donc, on a été voir monsieur Véran, lui expliquant que globalement, peut-être qu'il fallait arrêter de faire des recommandations, mais il fallait mieux les mettre en place. Et on a proposé un modèle où il y avait effectivement de la formation, mais il y avait aussi beaucoup un modèle pour diffuser, mettre en place et suivre les mesures qui étaient en particulier dans la circulaire Clarisse. Et vu qu'on n'a jamais eu des réponses, on a démissionné. D'accord, c'est pour ça la démission. Ouais. Ouais. Et ouais. Vous avez évité d'être en conflit de valeurs. Exactement. À un moment, il faut être. Savoir se On retirer. est resté fidèle à nos valeurs. Oui, tout à fait. Ouais. Mais alors, cette formation initiale, justement. Oui, donc ça, c'est quand même une grande réussite du post-observatoire. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu un groupe de travail qui avait œuvré pendant 1 an avec beaucoup de partenaires sur quels sont les thèmes qui nous semblent obligatoires pour la formation initiale des managers. Alors, la formation initiale des managers, pour nous, c'était les médecins, les cadres de santé et les directeurs. Donc, on a défini d'ailleurs, je sais exactement, en fait, parce qu'on a défini 22 thèmes. Et voilà, et puis donc après on a démissionné, et en fait on a réussi à dealer avec le CEFIEC qui est l'organisme qui gère les écoles de cadres, et avec la conférence des doyens, faculté de médecine.
Et en fait, ça va se mettre en place. Ces 22 thèmes pour la formation initiale de tous les médecins et tous les cadres. D'accord, c'est une très bonne nouvelle, ça. Ah ouais, absolument. Ouais, c'est une victoire. Et c'est vrai que je remercie beaucoup la Conférence des doyens en particulier. Ouais. Donc on est en train de faire les supports de formation qui vont être mis sur une... Et après, les facs vont les mettre en place. Donc finalement, le paysage est un peu plus tempéré ou contrasté. Mais enfin, en sachant que Parce qu'il y a quand même des choses qui avancent. Oui, mais pour les médecins, c'est 12 ans de formation, donc Oui. c'est pas pour demain. C'est- Quand même. Donc il y a quand même un gros effort à faire sur les formations continues des gens en place. Déjà, pour les gens qui sont déjà en poste. Ouais, Et là, on ne peut pas être sur 22 thèmes, on va être sur... nous, on est beaucoup sur 6 thèmes quand même. D'accord. Avant ma dernière question, est-ce que vous avez quelque chose sur lequel vous souhaitez revenir dans ce qu'on a dit et puis peut-être ce qu'on n'a pas dit et qui vous semble intéressant J'ai envie de revenir sur ce qu'on s'est déjà dit. En fait, pour moi, la situation est catastrophique actuellement dans le monde de la santé. J'ai l'impression qu'on n'a jamais connu ça. Et c'est pas lié au Covid. C'était déjà avant difficile, avant le Covid déjà. On se rappelle que les soignants étaient souvent en grève, qui manifestaient contre les conditions de travail qui se dégradaient. Covid a éprouvé. Je pense qu'on n'a pas compris dans le Ségur de la santé le vrai enjeu. Ouais. On sait très bien on sait deux choses. La première chose, c'est que la motivation interne est supérieure à la motivation externe. Motivation interne, vous voulez dire la motivation... Le plaisir au travail est supérieur aux rémunérations. Voilà. Ça, c'est absolument démontré dans toutes les études. Et que les causes principales, c'est la reconnaissance, l'autonomie, le leadership transformationnel, etc. La justice. La deuxième chose qu'on sait, c'est que la qualité du travail, c'est le N+1. C'est-à-dire que la qualité du travail des soignants, c'est le médecin et le cadre. Ce n'est pas la direction. D'accord. Mais que, par contre, la qualité du travail du médecin et du cadre, c'est la direction. Oui. D'accord. Mais ça doit être porté par la gouvernance. Absolument. Oui. Et en particulier dans la circulaire Clarisse, il y a beaucoup de choses sur le management participatif de la gouvernance. Donc, ça, c'est... Donc, la seule façon de... la rémunération, il n'y a plus d'argent, donc je crois qu'on ne va pas y arriver. Créer des postes, on n'a pas eu ce qu'on espérait avec le Ségur. Et le côté QVT a complètement été gumé. Donc, la seule façon, c'est de former les managers, de redonner de la QVT et du plaisir au travail, sinon on est foutu. Et en fait, ça paraît être une évidence. Mais ça me paraît une évidence, oui. Et le paradoxe, c'est que ce n'est pas évident pour tout le monde. Non, en particulier pas pour le gouvernement. Oui, pour les politiques, oui. Pour finir cet entretien, et avant de prendre les questions après, quels seraient les conseils que vous auriez à donner à un établissement de soins ou une entreprise qui voudrait s'engager dans une démarche QVT comme ça? Je vais être dur, appliquer la circulaire Clarisse. Tout simplement faire ce qui est déjà demandé. Rien de plus. Vraiment? Oui, rien de plus. Ouais. Et alors ça, c'est pour le côté établissement de soins, de santé. Pour une entreprise, je ne sais pas, un groupe de boulangerie. Je pense que créer un management participatif et un leadership bienveillant à tous les niveaux. Et ça passe par la formation aussi. La formation des équipes, du management. Alors, la formation des équipes, je vous remercie de poser la question, c'est que la formation des équipes sur ça, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas sur le terrain. J'ai été responsable d'un DU de soins palliatifs pendant 25 ans, 60% de changement de service. Tout simplement parce que ce que vous leur montrez n'existe pas sur le terrain. Et donc, ils vont aller chercher ailleurs ce qui pourrait exister ailleurs. D'accord? Donc, je pense que c'est vraiment une formation réservée aux managers, mais que par contre, sur les équipes, il faudrait absolument introduire une formation à tous les niveaux, mais vraiment à tous les niveaux. Et c'était un de mes objectifs que j'ai pas eu le temps de faire, et que je pense que je n'aurai jamais le temps de faire, qui était de faire une sensibilisation à la prévention de l'épuisement professionnel pour tous les post-bac. Post-bac. N'importe quelle école, n'importe quelle université, etc. Et je pense que ça, il faut le faire au niveau des équipes. Comment vous protéger, en particulier au niveau individuel, par les préventions individuelles, sur l'épuisement professionnel.
Oui, en fait, le Code du travail nous dit avec l'article 41-21 que l'employeur doit protéger, assurer la sécurité, protéger la santé physique et mentale des salariés. Mais l'article suivant, le 41-22, nous dit que les salariés sont aussi responsables de leur Bien santé. sûr. Mais peut-être que Collective serait intéressant, pourquoi pas. Moi, je suis prêt Alors, on l'a fait déjà parce qu'on a un serious game, mais faire éventuellement un webinaire, je sais pas, de quelques 20 ou 40 minutes, à diffuser complètement au niveau des n'importe quel collectif de travail sur la prévention de l'épuisement professionnel. Je pense qu'il faudrait que tout le monde puisse voir ça. Ce qu'on observe notamment dans le burn-out, c'est que les gens effectivement qui se retrouvent en arrêt 6 mois ou 1 an, en arrêt de travail pendant ces durées-là, la veille, ils ne savaient pas que le lendemain, ça craquerait. Oui, exact. Et ça, c'est un des messages. Alors après, on pourrait y rester jusqu'à demain matin, à dire des choses comme ça. Mais ce qu'on sait, c'est que le dépistage passe par l'entourage. Ça, on le sait très bien. Et on insiste beaucoup dans le début de notre formation sur, non pas la QVT, mais sur l'épuisement professionnel, parce que les managers que nous formons sont chargés de dépister ceux qui ne vont pas bien. La difficulté, c'est que ce sont des signaux faibles. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Quand vous avez un soignant qui se retire un peu de l'équipe, quand vous avez un soignant qui devient un peu agressif, quand vous avez un soignant qui met beaucoup plus de temps que d'habitude, quand vous avez un soignant qui oublie des choses... Là, il y a quand même un faisceau de convergents. Et la difficulté du management, c'est est-ce qu'on peut questionner sur les difficultés de la personne uniquement dans la sphère professionnelle ou personnelle. C'est-à-dire qu'on sait que... Alors, cette fois-ci, je vais parler de burn-out. D'accord. Pas le fait de se fatiguer et d'être... d'être cramé, vraiment. La personne qui en arrêt de travail. 80% sont liés à une association de problèmes personnels et professionnels. Donc, et souvent, le problème personnel, c'est l'histoire de vie récente. D'accord ? Et je pense que le leadership bienveillant permet de le faire. D'accord. Cette position-là permet de pouvoir questionner la sphère personnelle. Il y a après, ils prennent ou ils ne prennent pas. Oui, tout à fait. Il y a une méthode d'accompagnement pour les personnes qui ont été en burn-out, qui ont connu cet épisode-là, qui s'appelle RPBO, Reconstruction Post-Burn-out, qui a eu un prix, etc. Et ils disent que 50% des burn-outés refont un burn-out dans les 5 ans en ayant changé d'employeur. Ça veut dire qu'il y a un rapport au travail personnel. Je crois qu'il y a surtout une fragilité qui reste. Une fragilité qui reste. Le peur de recommencer. Ils sont en état d'alerte. Et je pense que... Alors, je reparlais de... Mais je pense qu'un vrai burn-out, ça passe quasiment par un changement d'emploi. On peut garder le même métier, mais le faire ailleurs. Changement d'emploi, Alors, en fait, si on a un service RH qui dit mais oui, effectivement, c'est une évidence, cette QVT, c'est pas juste des pommes bio et un baby-foot, c'est autre chose. C'est vraiment pendant qu'on travaille. J'insiste beaucoup là-dessus parce que je connais des hôpitaux qui ont construit des bâtiments pour faire des siestes et du ping-pong. Du baby-foot et du ping-pong. Je pense que là, on est complètement à côté de la plaque. Parce que ça ne change pas la qualité du travail pendant qu'on travaille. Bien sûr, voilà. C'est comme quand on a son enfant qui va à l'école, s'il y a une super aire de jeu pendant la récréation, ça ne dit rien des conditions d'apprentissage. Absolument. Et donc... la première chose, en dehors des établissements de soins, vous avez parlé de la circulaire Clarisse, mais pour une entreprise, quelle serait la première chose pour un service RH à se dire, voilà, on va investir sur ce développement-là de la QVT, on commence par quoi ? Par former leur management. Former le management, ça c'est important. Et le former sur quoi en particulier ? Sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire management, leadership, communication bienveillante, gestion de conflits. C'est vraiment le quotidien du travail. Travail en équipe. Très bien, merci beaucoup Philippe Colomba. Et on se retrouve dans quelques instants pour les questions.
Alors, pour les questions, nous avons Manon qui nous dit suite aux grandes problématiques de réseau Internet. Ah non, pas du tout. C'était dans la rubrique questions. Est-ce que vous avez des questions? Ah, ça, c'était pas une question, c'était une information. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser à Philippe? Pas de questions? Il y avait une demande s'il était possible d'avoir un résumé sous forme écrite d'un PowerPoint. Est-ce qu'il y a des sites internet où on peut retrouver justement vous avez tout beaucoup ça? de choses sur Akavi. Sur le site Akavi, il y a Ouais, beaucoup de choses déjà. énormément de Il y a choses. beaucoup de ressources. Oui, vous aurez effectivement des textes et des. Oui, sans problème. D'accord. Akavi, c'est A-Q-A-V-I-E-S, parce que sinon, Voilà. vous allez faire dans l'eau. Dans l'eau, on va être aqua. Vous êtes aqua, oui. On va être aqua. Donc, c'est pas aqua, c'est aka. Ouais, Akavi, oui. Voilà, Mais sans ça, je peux donner aussi mon mail, c'est philippe.colombat, C-O-L-O-M-B-A-T, @univ-tour.fr. Demandez-moi et je vous enverrai des documents. Voilà, tiré du 6, trait d'union. Tiré du 6. D'accord. philippe.colombat, @univ-tour.fr. Bon, vous risquez d'avoir des mails. Hein. No problem. Bon, il y a Léa qui demande comment faire si les managers ne souhaitent pas être formés ou s'ils le prennent mal, en fait, s'ils prennent ça comme une forme d'incompétence de leur part. Ils sont managers, on ne va pas leur enseigner comment manager. Je pense qu'il faut avoir une démarche préalable qui est de dire comment voyez-vous l'amélioration de la qualité du travail dans notre établissement. Je pense que là, le groupe de travail va tomber sur la formation. Ça veut dire que la formation des managers doit passer par une réflexion du management. Si, pour certains managers, probablement. Oui, ouais. Pour ceux à qui ça ne paraît pas si évident Exactement. que ça. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire et avoir écouté le docteur Philippe Colombat. Merci de m'avoir invité. Voilà, et au plaisir pour une prochaine fois. Okay, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.